bonsoir. Je suis heureuse de vous retrouver ce soir sur Tandem 2.0 pour une nouvelle chronique. Ce soir accompagnée par Anna. Bonsoir. Bonjour Anna, comment tu vas? Ça va et toi? Ravie de partager ce moment avec toi. Moi aussi. Alors ce soir, on a un invité particulier. Je suis ravie de l'avoir avec nous. Nous recevons ce soir le blogueur, le youtubeur, j'ai envie de dire star, Aldo Stéron. Bonsoir Aldo. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien, merci. Très honoré d'être invité sur votre chaîne. Écoutez, nous, on est ravis de vous avoir. C'est un honneur pour nous. Pour moi, je vous suis depuis très longtemps. Et vraiment, ça me tenait à cœur de vous recevoir ici ce soir. Je vais vous présenter rapidement. Et puis après, on vous écoutera, on vous laissera la parole parce que je vais vous lancer sur certains thèmes. Et je suis sûre que vous avez plein de choses à nous dire. Alors, Aldo Stéron, vous êtes blogueur, polémiste. Vous êtes algérien et vous vivez en Angleterre depuis déjà plusieurs années. Vous êtes surtout connu à travers vos vidéos YouTube enregistrées depuis votre voiture, comme ce soir. Vous nous avez fait l'honneur d'être comme vous êtes sur vos vidéos. Et mon studio. Vous faites des vidéos qui font des dizaines de milliers de vues. Vous commentez et vous abordez l'actualité. Vous traitez de sujets tels que l'immigration, le multiculturalisme, l'islam. Ce qui fait votre particularité surtout, c'est la manière dont vous abordez les sujets, sans langue de bois, très souvent politiquement incorrect, très loin de tout ce qu'on peut nous servir à longueur de JT dans les médias mainstream. Et c'est vraiment ça qui fait votre particularité. Alors, Aldo Stéron, tout d'abord, pour ceux qui vous connaissent moins ou qui ne vous connaissent pas, j'ai envie que vous nous disiez d'abord comment ça a commencé, toute cette aventure, et surtout pourquoi, qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer comme ça dans les vidéos? Tout simplement, au départ, j'intervenais sur des forums. J'ai fait comme tout le monde, j'ai eu le même cheminement que tout le monde. Dans les années 2000, j'allais sur des forums de politique ou autres, et j'intervenais, je créais un compte, et je partageais mon opinion. Et mes posts n'ont jamais, on va dire qu'ils ne sont pas rentrés dans la postérité parce qu'en général, ils étaient supprimés par les modérateurs au bout de 30 minutes. Pourtant, je ne disais pas le mal. Je suis pas un type excessif. Je suis très modéré, je trouve. Mais voilà. Donc, à un moment donné, je me suis dit, la seule façon pour moi, peut-être de partager, d'exprimer ce qui est en moi, c'est d'avoir ma propre chaîne. YouTube commençait à l'époque et j'ai décidé donc de créer un compte et de m'engager. Au départ, peut-être sans trop y croire, je n'étais pas sûr sur le moment que j'allais avoir l'audience que j'ai aujourd'hui, mais je me suis lancé sans but précis peut-être sur le moment. Et puis après, peut-être la vocation est venue en faisant ça, enregistrement après enregistrement, ça a commencé à faire partie de ma vie aujourd'hui. Mais vous le faisiez pourquoi? Au départ, vous vous sentiez obligé alors d'émettre une opinion tout simplement, ou alors plus dans le but peut-être d'éduquer, d'éveiller des consciences? C'était quoi votre démarche? Au départ, probablement le moteur, c'était quand on parlait beaucoup de nous. Des Algériens ont fait ceci, des Algériens ont fait cela. Et souvent, on ne parlait pas de nous, on parlait de nous quand il y avait une actu peut-être triste. Et je voyais qu'à un moment donné, il fallait peut-être balancer le discours. Il fallait peut-être que quelqu'un vienne et dise, voilà, je suis algérien, voici ce que je pense, voici comment je vis tout ça. C'était pour essayer d'apporter une autre voix à la base. Voilà. On parle de nous, oui. Oui, c'était peut-être aussi pour montrer que oui, les Algériens, c'était pas seulement les voleurs, les dealers. C'est pas la racaille française, oui. En fait. D'accord, c'est pas la racaille française. Et en fait, je dois dire que je connais beaucoup d'Algériens qui partagent les mêmes opinions que moi, qui ont une vie, qui ont un positionnement social très proche du mien. Vous parlez d'Algériens en exil ou d'Algériens en exil? Même en exil, même en France. Même en France. Par contre, ils sont pas très visibles. Ce n'est pas ceux-là qui vont être visibles. Mais parce ils que vous contactent? Ils me contactent, bien sûr. D'accord. Oui, vous avez beaucoup de messages de soutien,
Effectivement, le dernier c'était 1 heure avant cette émission où un Algérien qui est extrêmement bien intégré en France, un cadre, m'a dit qu'il était avec sa famille sur une plage et quelqu'un lui a dit ah, on dirait que vous débarquez d'un bateau de migrants. Ah, quand même. Voilà. Donc il me dit il subit des. En réalité, voilà le problème que nous avons, nous Algériens, qui voulons, on veut nous intégrer, on veut travailler, on veut vivre normalement entre guillemets. Notre problème, c'est que nous recevons sur la figure tout ce que le français moyen, on va dire, n'ose pas envoyer à la figure des racailles. Parce qu'il sait qu'avec un racaille, il se fera tuer de toute façon. Il n'osera pas aller vers un groupe de jeunes avec la casquette à l'envers en train d'avoir un comportement antisocial. Il n'osera pas aller vers eux leur dire « Ah, je pense que vous débarquez je ne sais pas d'où. On dirait que vous venez de débarquer. » Il ne leur dirait jamais cela. Par contre, quand il voit quand il a entre les mains, on va dire entre guillemets, un maghrébin propre, civilisé, ben, il se dit, ben voilà, là je vais faire passer mes nerfs sur ce genre de personnes. C'est un petit peu le feeling. Je ne dis pas que j'ai raison, je dis que c'est le feeling que nous avons de notre côté. Mais d'un autre côté, vous dénoncez l'immigration telle qu'elle a été gérée en Europe et plus particulièrement en France, puisque nous, c'est ce qu'on connaît. Oui. Vous la dénoncez beaucoup. Dans vos vidéos, vous dites aux Français, vous dites attention, vous ne savez même pas ce qui vous attend, ni ce vers quoi vous allez. C'est une immigration sauvage, effectivement, c'est une immigration sauvage. C'est une immigration qui a fait beaucoup de mal à la France, mais qui a fait aussi beaucoup de mal au pays de départ de cette immigration-là. On ne réalise pas, mais c'est quelque chose, c'est une expérience humaine, j'utilise le mot expérience dans le mauvais sens du terme. C'est des apprentis sorciers qui ont décidé un beau jour que ben voilà, il fallait que la France, d'autres pays d'ailleurs, deviennent multiculturels. Alors même si on peut revenir à des milliers d'années en arrière, des peuples ont migré, des peuples se sont déplacés, tout cela, ça n'a jamais atteint la proportion qu'on connaît aujourd'hui, ça n'a jamais été aussi artificiel que ça l'est aujourd'hui. Et bien sûr, personne ne gagne, ni la France ne gagnera, ni les pays. Quand vous avez un médecin africain qui quitte son pays et qui va en France conduire un taxi ou garder un hôtel la nuit, franchement, les Africains ont perdu un médecin et les Français, ben, ils n'ont rien gagné non plus. C'est un peu du gâchis. Je regarde les deux sociétés, c'est du gâchis complet. Je vois des jeunes en Algérie, à l'époque où j'allais plus souvent que maintenant, je rencontrais des jeunes et je les voyais année après année. Ni ils étudiaient, ni ils travaillaient, ni ils faisaient quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que, ben oui, moi je veux partir, je veux pas rester ici, je veux pas vivre avec les Arabes, je n'aime pas ce pays, je n'aime pas cette société, moi je veux partir en France, c'est l'Eldorado, ou en Europe, ou en Suède, ou n'importe où. Et ils vivent dans cet Eldorado dans leur tête, et on voit qu'ils réalisent rien du tout. Le gars il a 20 ans, puis 25, puis 30, et la vie passe, ni il est parti, ni il a réalisé quoi que ce soit. Et c'est terrible, je trouve. Il y a beaucoup de dégâts qui est fait. Alors justement, pour parler un petit peu de l'Algérie et de l'évolution, en plus d'être blogueur, Aldostérone, vous avez écrit plusieurs livres, des romans, des essais. Et dans votre livre « Comme je parle », vous livrez un peu de vous. Vous expliquez d'où vous venez, vous expliquez cette Algérie où vous êtes né et son évolution. Vous dites un petit peu qu'elle s'est perdue en route à force de compromissions un peu absurdes. Et vous expliquez aussi la violence qui a émergé dans cette société algérienne. Et ce qui est frappant dans ce que vous racontez, c'est que vous décrivez une situation qu'on peut aujourd'hui retrouver en France. Le passage à tabac pour un regard ou pour un mot qui n'a pas plu à l'autre. Et voilà, est-ce que, d'après vous, l'immigration et surtout l'islam, est-ce que ça représente... Est-ce que c'est la base et c'est la cause de cette violence aujourd'hui dans les sociétés occidentales européennes? Aujourd'hui, quand on regarde en France, il y a une violence asymétrique. Il y a une violence asymétrique, il y a une violence signée, malheureusement. Et tous les jours, il y a des faits. Il a été tué pour un regard, il a été poignardé pour une cigarette, il a été poignardé gratuitement. Le masque, c'est le masque. Pour un masque. Ouais.
pour un masque, pour une place dans une file d'attente, pour un bruit le soir, pour une place de bus, pour des motifs de plus en plus futiles et des gens qui meurent. Et c'est vrai que la France n'ose pas associer cela à l'immigration. Mais nous, depuis l'Algérie, on va regarder ça autrement. On va avoir une autre vision. Parce que le comportement délictueux que la France autorise, que la France couvre, que les médias français cachent, que la justice française, sur lequel la justice française ferme les yeux, chez nous, on ne le tolère pas. Il y a beaucoup de ce qu'on appelle des racailles. Un comportement racaille en Algérie. Je connaissais un racaille en Algérie. Il avait agressé un chauffeur de bus. Il a agressé un chauffeur de bus pour lui prendre l'argent. Et puis, plus tard, il a été arrêté parce qu'il s'est bagarré au couteau pour une dispute d'enfants. D'accord ? Il a été arrêté. Vous savez combien il a pris ? 17 ans, ferme. 17 ans. Ouais. Pas tout à fait la même chose en France, au niveau de la punition. Exactement. Donc, c'est ça. Donc, quelque part, c'est vrai que nous, les Algériens, on va peut-être trouver ça injuste. La France va dans l'Algérie profonde, va prendre des villageois, va prendre des illettrés, va prendre des gens qui, même en Algérie, ne sont pas nécessairement intégrés. Donc, va ramener, on va dire, l'immigration de bouche. Ils les mettent dans des cités, ils leur donnent de l'argent en leur disant « faites des familles nombreuses ». Il y a quand même une... Quand on est en Algérie, on nous parle de démographie. On nous dit « attention, la bombe démographique nous tuera tous ». Ils arrivent en France, on leur dit et on fait quoi? Et on leur dit « faites des gosses et on vous donnera de l'argent ». Donc, forcément, ils vont faire des gosses en grand nombre, souvent des mères jeunes, des mères illettrées. Le gosse va être éduqué par la rue, hein, il va être dehors toute la journée. Et fatalement, va arriver à un moment donné où il va commencer à se mêler à de la drogue, à des mouvements de gang, à développer des réflexes ou des instincts de violence. Et ça finit par des morts. Alors, plus tard, quand on prend cette racaille-là, et on va lui rajouter dessus une sorte de vernis d'islamisation par-dessus, ben on obtient quoi? Ben on obtient les frères Mera, on obtient les frères Kouachi, on obtient des gens comme ça. Dans la France, à le secret. Alors, je veux dire, nous aussi, les Algériens, vous savez ce qu'on peut faire? On peut aller en France, on prend des Français de souche, de pure souche, vraiment. Français, garantie croisade. Mais on prend les pires. On prend vos pires, on les ramène en Algérie, on les multiplie. Et puis après, on vous dit, regardez les Français quand ils se comportent. Oui, c'est tout. Du coup, comment vous voyez l'avenir en France? Est-ce que ça amène une guerre civile? C'est quoi? Qu'est-ce que vous voyez, vous? Alors, l'histoire de guerre civile. Alors, la guerre civile, c'est un mot qui me faisait peur. Honnêtement, c'est vrai que c'est très lourd. Hein. J'utilise très rarement ce terme dans mes vidéos, mais il y a des jours où j'ai l'impression que cette guerre civile a déjà commencé. Pour les gens qui meurent au quotidien, pour les gens qui sont déjà à l'hôpital, pour les gens qui ont déjà perdu un membre de leur famille, il leur reste juste la photo sur la cheminée, pour ces gens-là, la guerre civile a déjà commencé. Et il y a d'autres, ils ne savent pas qu'elle a commencé, ils le sauront un jour. Des fois, en termes de guerre civile, je me demande quelle forme elle aura. Des fois, je me dis que ce sera peut-être interdiversité. Quand je vois des Tchétchènes avoir une bataille rangée dans une cité avec des Maghrébins, je me dis peut-être que la guerre civile qui arrivera ne sera pas celle qu'on attend. Ce sera peut-être, parce que la France, en plus d'avoir joué avec la diversité, elle n'a pas ramené de la diversité, entre guillemets, d'un seul endroit. Ils ont ramené des peuples qui ne s'entendent pas à la base. Et qui ne s'intègrent pas de la manière dont il faudrait tous ensemble. Eh bien non. Néanmoins, par rapport à l'intégration, moi, c'est vrai qu'il y a 2 ans, il y a 1 an et demi, je parlais presque comme Zemmour sur l'intégration. Je disais, il faut s'intégrer, s'assimiler, c'est la seule option. Ok ? Je suis en train de revenir de cela. Je rencontre des Français depuis 15 générations qui me disent, je ne reconnais plus ce pays. Comment peut-on demander à quelqu'un qui a débarqué il y a 6 mois de s'intégrer à un pays dont les gens qui sont là depuis des générations et qui aiment les traditions de ce pays, qui aiment ce pays-là, ne le reconnaissent plus? Justement, dans vos vidéos, souvent on a l'impression que vous essayez d'éveiller les consciences. Est-ce que pour vous, on a atteint, parce que vous êtes quand même très pessimiste, est-ce qu'on a atteint pour vous un point de non-retour ou est-ce qu'il y a encore
la possibilité en France d'éveiller les consciences et j'ai envie de dire, je ne sais pas, quelle serait d'après vous la solution? Est-ce que d'après vous, c'est foutu, quoi? La réponse sincère, franchement, si je dois vous donner une réponse sincère, au fond de moi, je pense que c'est foutu. Je suis en train de me battre pour l'honneur. Je suis juste en train de me battre parce que je suis de ce genre. Si je suis dans un fort et qu'on est assiégé par 5000 personnes et puis que nous sommes tous tués, puis nous sommes 3 face à 5000 personnes, moi, je suis peut-être du genre à dire on continue, hein, juste pour la forme. Voilà. Donc je crois que beaucoup de mal a été fait. On peut pas détruire un pays pendant 40 ans et puis après vouloir le fixer en 4 ans ou en 5 ans. Il faudra peut-être un siècle et demi pour réparer ce qui a été fait. Si on décidait demain matin de commencer un travail sérieux. Or, on n'en est même pas là. Et vous parlez à l'échelle européenne ou vous parlez spécifiquement? Je parle à l'échelle européenne. Ouais. Je parle à l'échelle de l'Europe centrale et de l'Ouest. Mais qui a détruit, d'après vous, vous avez dit on ne peut pas détruire un pays pendant 40 ans ou un continent pendant 40 ans. C'est les élites ou c'est effectivement cette immigration de masse? Qu'est-ce qui a détruit? Qu'est-ce qui, d'après vous, a détruit le tissu social? C'est une responsabilité partagée. Je ne vais pas vous dire que c'est des élites machiavéliques qui, assis quelque part, ont décidé d'eux et puis ils ont fait à leur guise. Non, ces élites-là, quand même, il y a des votes et puis les gens votent pour les projets proposés par cette élite. Donc, quelque part, il y a des responsabilités partagées. L'immigration en fait partie, mais pas seulement. Il y a l'économie de prédation, il y a énormément de choses qui ont fait qu'il y a les mouvements sociaux, il y a des mouvements sociétaux en France aussi, qui sont franco-français. Il y a le fait aussi de ne pas vouloir voir en fait les choses tout simplement. C'est une question de volonté quelque part. L'éveil des consciences, c'est juste qu'ils ne veulent pas le voir. Ils n'ont pas envie d'ouvrir les yeux. Pourquoi? Parce que ça voudrait dire qu'ils ont laissé traîner les choses et que du coup c'est trop tard et que c'est de leur faute. C'est quand même une remise en question très sérieuse pour les gens, pour une certaine génération. C'est difficile. Oui, je vous rejoins, c'est très difficile. Et d'un autre côté, après, il y a aussi, par-dessus cela, il y a peut-être aussi un degré de lâcheté, dans le sens où, imaginez, moi je suis politique, j'arrive en France, j'ai un mandat représentatif de 5 ans. Je trouve une situation absolument catastrophique. C'est pas moi qui ai créé cette situation. Mais j'ai pas envie d'aller toucher. J'ai pas envie d'aller toucher à cette situation explosive. Ça va m'exploser à la figure. Et l'histoire retiendra mon nom, j'entrerai dans l'histoire comme celui qui a fait tout exploser. Donc je fais quoi? J'essaie de survivre, je survis mon mandat, puis après j'essaie de faire le prochain en gardant le statu quo. Donc on est dans une situation de statu quo. Donc de lâcheté, comme vous disiez tout à l'heure. Alors, voilà. Vous dites aussi, enfin en tout cas vous avez dit, que lorsque vous avez débarqué, vous, d'Algérie en Europe, en Occident, les mots clés, c'était réacteur de 4e génération, projet Airbus, construction européenne. Et aujourd'hui, les mots-clés, c'est, je sais pas, c'est construire une piste cyclable, c'est manger vegan, ou voilà. C'est ça aujourd'hui, le véganisme, l'antiracisme. C'est ça les mots-clés aujourd'hui en Occident. Alors, à quoi est-ce que, d'après vous, c'est dû ce changement de vision, de visibilité, d'ambition? À quoi c'est dû? Je pense que nous vivons avec des Philistins, nous vivons avec des gens qui empoisonneraient les puits d'eau. Ici, la dernière nouvelle que j'ai lue au sujet de l'Angleterre, ils ont dépensé 250 millions de livres pour fermer des routes et créer exprès des embouteillages. Ils ont déjà fermé des hôpitaux, ils ont déjà fermé des commissariats, ils ont fermé des bureaux de poste. Aujourd'hui, ils en sont à fermer des routes. Demain, ils pourraient venir au marteau-piqueur et les casser. Un jour, ils iront au Chalumour couper les rails des trains. Je veux dire, nous vivons avec des destructeurs. L'Occident est habité par une parole de mort. Parce que nous pouvons en parler de diverses manières, de comment l'Occident se détruit. Mais en réalité, on arrivera toujours au même point. Il y a une parole de mort et l'Occident semble être attiré dans le néant. Du coup, moi, ma question, elle est, vous habitez en Angleterre,
pourquoi vous restez en Angleterre? Est-ce que vous n'avez pas envie d'aller ailleurs finalement, je sais pas, où l'avenir est un peu plus clair? Je me pose cette question chaque matin. Ah. Justement parce que au départ, j'ai eu la faiblesse de croire que peut-être l'Angleterre était un peu mieux lotie. On était un peu mieux lotis qu'ailleurs. Mais non, nous ne le sommes pas, malheureusement. C'est juste, c'est un peu différent ici, mais nous connaîtrons le même destin que la France ou la Suède. Malgré le Brexit? Je dirais que le Brexit a empiré les choses. Alors que vous étiez pour au départ? J'étais pour, j'ai évolué depuis parce que je me suis réveillé à une réalité qui est très frappante ici. C'est que pendant des années, toutes les décisions absurdes qui étaient prises dans ce pays, elles étaient justifiées par le fait que oui, mais nous sommes désolés, on n'a pas de contrôle, c'est l'Union européenne qui décide. Aujourd'hui, depuis le 30 janvier, il n'y a plus la même mise de l'Union européenne sur ce pays et les décisions absurdes se sont multipliées par 10. Et soudainement, je vois que le verre est déjà dans le fruit. Ça signifie que nous avons déjà une élite destructrice. Alors, je ne suis pas devenu pro-européen, mais ce que je cherche à dire, c'est que quand on a des élites destructrices qui sont déjà au pouvoir, qui sont déjà aux manettes, qu'on soit dans l'Union européenne ou non, les modalités de la destruction seront légèrement différentes, mais le projet est le même. Voilà. Vous pensiez au départ que justement ce Brexit allait changer les choses, c'est-à-dire allait sauver l'Angleterre? Je l'ai pensé, oui. Oui, je l'ai pensé. J'ai pensé que ce pays avait plus de chance tout seul, que peut-être il avait meilleur sens, il avait plus d'intelligence que ce groupe de pays européens réunis. Et je me suis dit, peut-être qu'en faisant cavalier seul, nous allons pouvoir mieux nous en sortir. Et que de toute façon, l'Europe va couler toute seule, va s'écrouler. Alors si on sort les premiers, on pourra sortir à nos propres conditions, nos propres termes, au moment où on le choisira. Voilà. Alors, j'aimerais qu'on passe à un autre sujet. Cet été, on a pu assister en Europe et encore une fois particulièrement en France à l'importation du mouvement américain Black Lives Matter, avec en tête de gondole la famille Traoré. Alors, d'après vous, est-ce que ce mouvement Black Lives Matter, est-ce que ça a lieu d'être aujourd'hui dans un pays comme la France? Est-ce que pour vous, la France est un pays fondamentalement raciste? Non, pas du tout. Je dirais que c'est des problèmes américains. On n'a pas à les importer. Mais malheureusement, nous vivons une époque de mondialisation. Et puis nous sommes aussi sous domination intellectuelle, culturelle, idéologique américaine. Et le BLM en est une illustration. Donc, ils ont un problème aux États-Unis et je peux comprendre qu'aux États-Unis, il y a certaines revendications, même si je ne suis pas d'accord sur la forme, casser, détruire, appeler à la ségrégation et tout ça, mais sur la substance, il y a certaines revendications qui sont légitimes aux États-Unis. Mais c'est un problème américain, il n'a pas à s'inviter en France. C'est ça, c'est-à-dire aux États-Unis, il y a eu la ségrégation, il y a eu des problèmes. Historiquement, les États-Unis, effectivement, oui. Peut-être qu'un mouvement aux États-Unis, Black Lives Matter, a fait sens dans un pays comme les États-Unis. Oui. Mais justement, l'importer en France, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, des populations en France sentent qu'ils vivent dans un pays raciste pour amener ce genre, pour importer ce genre de mouvement? Parce qu'on a une évolution. On a une évolution. On était sur l'égalité des chances. C'est-à-dire qu'on va vous dire, je suis de tel ou tel background et il faut me discriminer pour que je rentre à l'université. Donc on va autoriser tout le monde à rentrer à l'université. Égalité des chances. Ça, c'était l'ascenseur social. Moi, quand j'étais petite, on a grandi dans une France comme ça. Voilà. Mais maintenant, les revendications ont été poussées un peu plus haut. Je ne veux pas l'égalité des chances, je veux l'égalité de résultats. Donc, je veux le même diplôme. Je veux rentrer à l'université, mais je veux devenir chirurgien. Ouais. Ou je veux. Alors, le problème, c'est à cause de ça, on a orienté des gens vers des universités où on n'avait aucune chance. Juste parce qu'ils voulaient l'égalité des chances. Mais quand une université, par exemple, on enseigne une matière quelconque, pose des critères d'entrée,
Et je ne parle pas de critères d'entrée ratio, je parle des critères d'entrée sur le parcours précédent et tout ça. C'est des critères qui ne sont pas arbitraires. On sait que quelqu'un qui veut étudier, par exemple, une branche scientifique, s'il a de mauvaises notes en mathématiques ou en physique ou autre, il n'a aucune chance là-dedans. Donc on ne va pas lui rendre service que de l'accepter. Il perdra des années, il sera frustré et il n'aura rien à la fin. Mais au départ, on a cassé les barrières d'entrée. Et puis après, bien sûr, quand on a commencé à avoir des échecs, on a dit il nous faudrait de la discrimination positive. Ça signifie que maintenant, il va falloir me noter selon ma race. Je suis noir ou je suis arabe ou je suis asiatique. Aux États-Unis, c'est déjà le cas. Les Asiatiques sont déjà sous-notés. Un Asiatique, il arrive à l'université, il a déjà des points négatifs. Ah bon? Un Noir, il a des points positifs. Donc, il y a déjà un racisme institutionnel en réalité aux États-Unis. Mais je ne souhaiterais pas voir ceci arriver en Europe. Ça serait la catastrophe. Rajouter par-dessus les fractures qui existent déjà, ça serait rajouter de l'huile sur le feu. Mais du coup, l'affaire Traoré, c'est quoi votre avis là-dessus, globalement? L'affaire Traoré, moi je vais vous dire un truc. Vous savez, il y a tellement de causes, il y a tellement de gens qui ont subi du racisme, des gens qui n'ont rien fait et qui ont subi du racisme et qui trouvent personne pour les aider, qui trouvent personne pour parler d'eux. Et là, on prend quoi? Chaque fois qu'on prend une idole ou on prend un saint, si on veut prendre le saint Traoré, on prend un violeur. Quelqu'un, voilà, avec un casier judiciaire lent comme le bras. Ouais. Pourquoi? Et alors, moi, je me sens, moi, vivant en Occident, en tant qu'Africain, en tant qu'Arabe, en tant qu'Algérien, en tant que sous-voulé, en tant qu'étranger, je me sens insulté par ce genre de cause. Je me sens stigmatisé par ce genre de cause. Ça veut dire quoi? On va dire à la communauté en face, regardez le meilleur d'entre nous, le voici. C'est pas honteux, ça. Alors qu'il y a tellement d'autres causes qui valent la peine. Mais toujours, on va sortir ce genre de personnage qui devrait disparaître. Là, pour le coup, oui, c'est toute la famille qui a un pédigré quand même assez particulier et qui a été mise comme ça sur un piédestal, sur le podium. Et ils ont eu droit de citer et il fallait en France surtout ne pas dire un mot de travers sur la famille Traoré. C'était limite, c'était du blasphème. Oui, c'est limite du blasphème. Oui, on était à la limite du blasphème. Alors, en parlant tout à l'heure des États-Unis, moi j'aimerais bien avoir votre avis sur la présidence de Trump qui finit ses 4 années en tant que président. Qu'est-ce que d'après vous, quelle est votre vision et votre avis, votre opinion sur sa présidence? Est-ce que c'est le guignol dont on nous parle en Europe, ou est-ce qu'effectivement il y a quelque chose d'un peu plus profond que ça? Et est-ce que d'après vous, il va être réélu? Écoutez, moi je suis Trump réaliste. Je suis ni contre Trump, ni pro-Trump. Je suis réaliste. Quand il fait des choses bien, je le dis. Quand il fait des choses mal, je le dis aussi. Parce que je vois des deux côtés. C'est un président qui a réellement cristallisé des opinions assez extrêmes d'un côté et de l'autre. Je suis, on va dire, relativement complaisant envers la présidence Trump. En tant qu'Arabe, j'étais content quand il a été élu, parce que je me suis dit, là, il y a peut-être 1 million d'Arabes qui vont pouvoir vivre plus longtemps, qui vont pouvoir manger de la dinde à Noël. Parce que tout simplement, chaque président américain, ces dernières années, chaque président américain, il arrive et puis il devait maintenir l'industrie de guerre américaine active. Et donc, il lançait une guerre quelque part, peu importe les preuves et tout ça, on les trouvera. Et puis, 10 ans plus tard, on dira oui, que c'était faux de toute façon. Et donc, quand Trump est arrivé, puis je voyais que c'était réellement un nationaliste qui voulait se concentrer sur son pays, il parlait de construire des routes, construire des ponts et tout ça, gérer le problème d'immigration mexicaine et tout, je me suis dit, ça, c'est peut-être une bénédiction. Et finalement, je suis très content de la présidence Trump. En tant que non-américain, je ne suis pas américain, je vis aux États-Unis. Bien sûr, mais voilà, c'était votre vision sur son bilan qui m'intéressait. Voilà. Est-ce qu'il sera réélu ou pas? Alors moi, je vous dis, je suis très inquiet. Je suis très inquiet parce que je vois les démocrates qui ont ramené une épave, littéralement. Joe Biden. Honnêtement, j'aurais été démocrate, j'aurais pas compris ce que mon parti fait. Parce que j'espère, pour faire peut-être un parallèle avec l'affaire Traoré, j'espère que Biden n'est pas le meilleur
n'est pas le meilleur de ce qu'il y a chez les démocrates. Et en fait, visiblement, c'est ce qu'ils ont. Oui, ils ont gratté le fond de la corbeille, ils ont trouvé ça. Ils parlent aussi, ils disent que oui, on espère que Trump ne voudra pas s'accrocher à la présidence s'il perd, et s'il s'accroche, on le sortira manu militari. Je crois que ces accusations qui sont placées de manière préemptive sont en train peut-être de nous révéler qu'il y a une volonté de triche de la part des démocrates. Peut-être qu'ils préparent une fraude massive, sachant qu'aux États-Unis, ces dernières années, ces dernières élections, la différence entre le premier et le deuxième n'est jamais énorme. Elle est minime, elle est tombée à 500 000 à un moment donné. Donc, il suffirait que 500 000 sans-papiers aillent voter démocrate. Il les prépare. Il suffirait que 1 million de votes par courrier soient frauduleux. Il suffirait qu'1 million d'autres personnes soient influencées par les médias sociaux qui se préparent à réellement détruire la campagne de Trump par de la censure, en remontant les mauvaises nouvelles à leur sujet et tout ça. C'est déjà le cas. C'est déjà le cas, et en plus les républicains nous préparent à cette fraude massive. Ils nous disent que peut-être qu'on n'aura jamais les vrais résultats de cette élection. Par la poste, Oui, donc voilà pourquoi on accuse Trump, parce que voici ce qu'on prépare. Une fois que Trump aura le résultat sous le nez, imaginons qu'il perde l'élection, il aura un choix cornélien. Premier choix, ne pas reconnaître le résultat de l'élection et passer pour un dictateur, et justifier maintenant, a posteriori, les accusations qui ont été placées contre lui par les démocrates. Ou bien, il fera quoi? Il sait que ce résultat est frauduleux, mais il se plie au résultat, il sort, il laisse Biden à sa place. Les deux choix sont extrêmement difficiles pour lui. C'est ce qu'il prépare, à mon sens. Par rapport à Joe Biden et ce qu'on disait tout à l'heure, la discrimination positive, on parlait de son ticket, justement, de la femme qu'il a choisie en tant que vice-présidente. Et en fait, ils l'ont présenté. Alors déjà, je n'arrive pas à retenir son nom. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Kamala, je crois. Oui, Carmela, je ne sais plus. Je ne saurais pas dire exactement. En fait, ils l'ont présentée comme étant femme et noire. Et du coup, c'est problématique parce que, en fait, elle n'est pas que ça. C'est-à-dire que, voilà, enfin, ils l'ont sorti un petit peu de leur chapeau et ils l'ont dit. Et Biden avait dit, sur mon ticket, j'aurai une femme noire. Mais en fait, c'est pas la loterie. C'est-à-dire qu'il y a un moment, pourquoi on choisit on a l'impression que la gauche américaine est dans la même détresse que la gauche mondiale, un petit peu. Et qui sont, ils sont en train de... Ouais, et que du coup... Ils essayent de survivre, on dirait qu'ils sont dans leur dernier souffle. Et voilà, et tout en surfant, en fait, sur cette vague Black Lives Matter, parce que du coup, elle est noire, c'est une femme, le féminisme, tout ça, là, toutes ces notions qui peuvent parler, en fait, aux personnes qui seraient sensibles à ça. Et en fait, du coup, je trouve que ça fait très électoralisme de bas étage. Et rajouter en plus... le côté je surfe sur la vague, j'étais le vice-président d'Obama. Et en fait, ça fait tout un truc, ça fait des campagnes digitales un petit peu, un petit peu particulières. C'est quoi, vous, votre avis par rapport à ce ticket, justement, Biden avec cette femme qu'on présente comme noire uniquement? C'est le racialisme américain. D'ailleurs, je suis même pas sûr qu'elle soit d'origine, parce qu'il la présente comme African American. Moi, je suis même pas sûr qu'elle soit d'origine africaine. Je suis même pas sûr. Donc, ils sont même pas capables de trouver une vraie. Mais c'est la gauche aujourd'hui qui n'a plus rien à dire, qui divise les gens, qui a abandonné la lutte des classes il y a très longtemps, qui a abandonné l'ascenseur social il y a très longtemps. Et aujourd'hui, c'est une gauche qui va créer des divisions, comme la division raciale, par exemple BLM, avec la mort de George Floyd. Ils ont, les maires et les gouverneurs démocrates ont rajouté de l'huile sur le feu pour que le mouvement prenne de l'ampleur, pour que la division se renforce. Et aujourd'hui, en termes de division raciale, nous sommes en train de revenir aux années 50. J'ai lu une news tout à l'heure, juste avant de répondre à votre appel, je dois la confirmer, mais il y a une université de New York qui veut instaurer la ségrégation pour lutter contre le racisme. Donc, l'absurde, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la destruction par l'absurde.
Absolument, la destruction par l'absurde. Et l'Europe, malheureusement, on gobe tout ça. Il y a cette absurdistisation des États-Unis, et nous gobons tout ça, et nous importons ces idéologies toutes faites. Et ces idéologies, là où vous les mettez, eh ben, elles vont vous causer de la fracture, elles vont vous causer des tensions, et ça ne va rien de bon ne va sortir de ça. Bon. Alors, on va quitter le continent américain, si tu veux bien, Anna, et on va revenir un peu plus près de chez nous, à quelques centaines de kilomètres d'ici. Le 4 août dernier, à Beyrouth, au Liban. En Liban, Beyrouth a été soufflé par une explosion, 2700 tonnes de nitrate d'ammonium qui a explosé, qui a détruit plus de la moitié de la ville. À la suite de cette explosion, on a assisté à des manifestations exigeant la fin de la soumission au Hezbollah. On a assisté à des manifestations pour dénoncer le régime ultra gangréné par le Hezbollah. La mafia, il y a une mafia financière. Oui, par la corruption, pardon, par la corruption, je ne trouvais plus mes mots. Et puis sans compter la visite d'Emmanuel Macron qui a débarqué en enfilant son costume de sauveur Superman. Alors, ma question par rapport à ça, c'est est-ce que vous pensez que finalement, ce drame pourrait être une chance pour le Liban de se défaire de la joute du Hezbollah? Le Liban, il est sous la joute de beaucoup de monde, en fait. En plus du Hezbollah, il y a aussi le régime que je considère personnellement comme régime mafieux. C'est ce régime corrompu. D'ailleurs, avant même l'explosion, les Libanais étaient dans la rue déjà dans les semaines précédentes parce que l'inflation, il y avait les gens ne pouvaient plus retirer l'argent à la banque. Il y a réellement un écroulement économique. La lire libanaise, la monnaie a perdu 90% de sa valeur en un an, quelque chose comme ça. Voilà, donc les gens, à salaire égal, le pain s'est multiplié par 10, le carburant peut plus le payer. Donc effectivement, c'est une catastrophe. Déjà avant l'explosion. Après, ils ont eu cette explosion. Ils vont probablement mettre des années à réparer tout ça. Et la troisième tragédie, j'ai presque envie de dire, c'est le débarquement de Macron, parce que c'est pas, ça ne présage rien de bon, on va dire de le voir. Hein. C'est un peu comme les vautours qui tournent au-dessus d'une scène. C'est exactement ce que ça m'a fait comme effet. C'est exactement ça. C'est quelqu'un qui cherche l'image, c'est quelqu'un qui veut profiter de situation. Et je sais que l'establishment français, il a toujours été très proche de l'establishment corrompu au Liban. Depuis Chirac d'ailleurs, même avant. Dans la place de Paris, la nomenclatura libanaise est super bien installée. Donc, est-ce qu'une explosion va changer quoi que ce soit au rouage profond du système libanais? Je ne le pense pas. Je pense que ceux qui souffraient déjà vont souffrir plus, ceux qui ont perdu leur maison, leur emploi, leur business et tout ça, mais je ne suis pas très optimiste. Ces derniers temps, j'ai du mal à trouver de l'optimisme en quoi que ce soit. Alors peut-être que je vais vous donner une petite raison d'être optimiste en ce qui concerne notre région, parce que ça m'amène à vous parler de la signature de ce traité entre Israël et les Émirats arabes unis la semaine dernière, ou il y a 10 jours, il y a une dizaine de jours de ça. Est-ce que, d'après vous, alors, on ne se fait pas tellement d'illusions ici, on sait très bien que c'est une alliance anti-iranienne, anti-chiite, mais est-ce que, pour vous, il y a quand même ici une petite lueur d'espoir pour un grand changement au Moyen-Orient? Est-ce qu'on se dirige enfin entre peut-être un début de paix entre juifs et musulmans? Peut-être un début de détente, un début de quelque chose. Je sais que moi, je suis sur cette région, je suis preneur, je suis arrivé au stade où je suis prêt à prendre n'importe quoi, même s'il y a un accord de paix de la sorte qui semble extrêmement fragile. Pour le moment, j'aimerais bien le voir ce qu'il va donner sur le terrain, parce que signer des papiers, c'est bien. Ce n'est pas la première fois que des papiers ont été signés, malheureusement. Mais j'aimerais bien que peut-être pour une fois, avec les nouvelles générations qui arrivent, qui n'ont pas connu
qui n'ont pas connu le passé, qui ne portent pas en elles ces générations-là. Moi, je trouve qu'il n'y a pas de raison que chaque génération hérite des tensions, des guerres, de l'esprit de vengeance de la génération précédente. Il faut qu'à un moment donné, ça s'arrête. Il faut que ce cycle-là, ce cycle infernal, soit brisé. Alors, peut-être que petit à petit, petit accord de paix, après petit accord de paix, comme celui-ci, j'espère que sur la durée, je ne pense pas que ça... Je suis pas en train de parler de 5 ans ou de 10 ans, je suis en train de parler sur une durée beaucoup plus grande. J'espère que ceci ramènera progressivement de la sérénité de tout le monde. J'ai envie de dire amen, moi. Oui, moi aussi. Amen. Amen. Alors, dites-moi, Aldostérone, est-ce que vous avez d'autres projets, à part les vidéos YouTube que vous faites régulièrement? Est-ce que vous avez... Voilà, est-ce que vous êtes en train d'écrire? Est-ce que vous allez éditer d'autres livres? Est-ce que vous allez emmener ce projet un petit peu plus loin que YouTube et que Twitter? J'ai le projet d'un livre ou 2 ou 3 ou 4. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé plusieurs livres en même temps. Et parce que, tout simplement, j'écris toujours avec mes tripes. Donc, le problème quand on écrit avec ses tripes, c'est que ces tripes, vos tripes vous mènent chaque jour vers un lieu différent. De sorte que, au lieu de prendre un projet, m'y atteler, puis le suivre, bon an, mal an, voilà, je m'éparpille parce que je fais ce que j'aime, je fais ce que j'ai envie de faire aujourd'hui. Et donc, forcément, ça va donner énormément de textes, ça va donner énormément de choses qui vont dans tous les sens. Donc, j'ai quelque chose comme ça. Plutôt roman, des romans, un roman, un essai. Alors, j'ai un roman, oui, j'ai un roman, je crois qu'il est aux 3/4 écrit. Ouais. Et à un moment donné, je me suis emmêlé les pinceaux. Donc, Aïe, 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 aïe. Donc, ce que je le laisse se reposer, parce que j'écris sans plan, parce que je préfère laisser les personnages vivre, laisser les personnages suivre leur histoire. Sauf qu'à un moment donné, je suis arrivé peut-être à un précipice. Donc, je dois revenir en arrière et essayer de voir ce que je peux changer. Donc, c'est une catastrophe. Alors, je crois que... Réaliste au moins. Oui, déjà réaliste, mais en fait, ça me fait penser un petit peu aussi à vos vidéos. Quand vous partez, vous devez partir, enfin, vous annoncez un sujet, puis après, on réalise à la fin de la vidéo, au bout de 20 minutes, 25 minutes, que vous avez traité de 10 sujets différents et que vous êtes parti un petit peu dans tous les sens. C'est ce qui fait aussi un peu qu'on s'accroche aussi à vos vidéos, parce qu'on ne sait jamais vers quoi. On sait où ça commence, on ne sait pas où ça finit. En général, ça finit pas toujours, ça va pas toujours d'un point A à un point Z en passant par B, C, D. Ça part un petit peu dans tous les sens, mais c'est toujours très intéressant. Et puis, moi, ce que je vous propose, c'est que, une fois qu'on aura passé tout ce corona, parce que ça aussi, je ne suis pas très optimiste, mais j'espère bien qu'on va le passer à un moment donné. J'espère. Que vous passiez par chez nous avec un nouveau bouquin et que, pourquoi pas, on vous reçoive ici avec sur ce plateau. Plaisir. Qu'est-ce que vous en pensez? Avec plaisir. Une fois que cette histoire de corona sera terminée, ce sera vraiment avec plaisir. Ah voilà. Très bien. Alors, on vous attend à Tel Aviv, à Ra'anana, où vous voulez. En tout cas, en attendant, je voudrais vraiment vous remercier de nous avoir accordé ce moment. Ça a été un plaisir pour nous. Oui. Je parle au nom d'Anna aussi. Tout à fait. Et puis, je vous dis à très bientôt sur YouTube, sur Twitter ou ailleurs. Merci Aldostérone, merci beaucoup. Merci. Peace, Merci shalom. beaucoup. Peace. À bientôt. Au revoir. À bientôt.